Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la Bari. Voici les titres de cette édition. Opération de rapatriement de 771 ressortissants nigériens de Centrafrique suite à la situation d'insécurité qui prévaut dans ce pays. Inauguration d'un nouveau siège pour la Confédération nigérienne du travail. Plus de précisions dans quelques instants. La situation de nos concitoyens vivant en Centrafrique se complique de plus en plus. Après un recensement effectué par une mission expressément dépêchée dans la capitale centrafricaine le dimanche 29 décembre dernier, le gouvernement a décidé d'organiser un pont aérien pour rapatrier nos compatriotes, recensés qui sont au nombre de 771, dont 651 de la région de Tawa. Le premier vol de cette opération de rapatriement a atterri hier soir à 19h40 heure locale à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey en présence du ministre de l'Intérieur accompagné de plusieurs autres personnalités de notre pays. Reportage Michel Deji et Halidou Bourema. Ils sont au nombre de 152 compatriotes composés de 76 femmes, 76 hommes et 45 enfants de 0 à 5 ans, dont 9 bébés et 4 femmes enceintes à avoir regagné le Belkaï pour cette première vague sur un total de 771 ressortissants nigériens recensés à Bangui. La situation sécuritaire est en effet grave en Centrafrique et le ministre de l'Intérieur explique les raisons qui ont poussé le gouvernement à prendre cette décision. Les conditions de sécurité là-bas, la dégradation de la situation sécuritaire en Centrafrique est terrible et nous avons pour devoir, et nous l'assumons, de sécuriser les Nigériens, de les rapatrier au Niger dans les conditions les meilleures de sécurité, de santé et de dignité. Et là, ce que vous voyez ici, c'est que toutes les forces du point de vue de la sécurité et du point de vue de la protection civile sont là. Vous avez le groupement national des sapeurs-pompiers qui est là. Vous avez la santé, vous allez voir les dispositions en matière de santé qui ont été prises. Vous avez toutes les autres forces de sécurité, gendarmerie, police. Nous avons mis tous les moyens pour qu'ils soient accueillis dans la dignité. Et vous avez vu, nous sommes aujourd'hui dans les 2 dortoirs, un dortoir pour femmes, un dortoir pour hommes. Donc tout le dispositif a été mis en place et il fonctionne à merveille. Ainsi, pour le bon déroulement de cette opération de rapatriement des ressortissants nigériens vivant en République centrafricaine, la cellule de crise créée est actuellement à pied d'œuvre pour organiser l'accueil à Niamey et l'acheminement progressif dans un bref délai des rapatriés dans leurs villages respectifs. Depuis la prise du pouvoir le 24 mars 2013 par le groupe rebelle de la coalition Seleka, la situation sécuritaire dans ce pays, situé au cœur du continent africain, ne fait que se détériorer avec de multiples violations des droits humains. En témoignage, ces opérations de rapatriement qui commencent à être engagées par plusieurs pays à Bangui. Reportage toujours, Michel Deji et Halidou Bourema. Après avoir renversé le régime de François Bozizé qui était au pouvoir depuis 2003, les hommes de la rébellion Seleka dirigés par Michel Gyotodia n'arrivent toujours pas à remettre l'ordre dans ce pays qui devient de plus en plus meurtri par une haine politique qui a plongé la Centrafrique dans une grave crise sécuritaire. Malgré le soutien de la communauté internationale, notamment celui de la Commission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine MISCA, celui de la mission de consolidation de la paix en République centrafricaine et l'opération militaire française Sangaris, les ressortissants des pays étrangers restent toujours en proie à des atrocités de tout genre, conduisant à leur fuite massive dans l'abandon de leurs activités commerciales notamment. Parmi ces exactions,
Les plus sévères sont souvent religieuses selon les témoins de ces scènes horribles. En Centrafrique, là, il y a les gens qui sont trop débrouillés là-bas, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a Anti-Balaka, les gens qui couplent les musulmans pour tuer. C'est un gouvernement qu'on a tué. Même nous, les potes, tout ça, quand on sort ça dehors, on jette. On l'a tué pourquoi? C'était quoi les raisons? Non, parce que rien seulement, parce que les chrétiens qui font ça. Si tu es les musulmans, même si tu es nigérien, même si tu es tchadien, même si tu es quoi, si tu es musulman, si tu es en train de frire, on va te tuer. C'était juste après le coup d'État en Centrafrique. J'étais sorti un jour aux environs des 18h pour acheter du yaourt à ma fille, que j'ai été renversé par un véhicule de militaires. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital. On m'a mis du fer là où j'ai eu la fracture. Mais par la suite, j'étais tombé et le fer s'est déformé. On m'a encore ramené à l'hôpital. Mais avec la crise qui s'est de nouveau déclenchée, je n'ai pas eu de soins. Et je suis venu au Niger dans cet état. Face à cette situation qui reste jusque-là incertaine, les autorités de notre pays n'ont pas tardé, comme celles d'autres pays d'ailleurs, à venir à la rescousse des ressortissants nigériens vivant dans ce pays. Nous avons tenu à ce que d'abord leur vie soit sauvée, deuxièmement qu'ils puissent rentrer chez eux. Ce n'est pas évident, ce n'est pas n'importe quel pays qui le fait. Nous sommes un petit pays pauvre, mais avec tout ça, nous nous sommes mobilisés pour pouvoir le faire, les amener chez eux au Niger, les amener dans les conditions de dignité, les transporter juste dans leur village. Je pense que cela est déjà à saluer. Évidemment, des programmes de réinsertion les concerneront aussi, mais pour le moment, nous avons fait face à l'urgence et nous avons fait de manière responsable, fait face à nos responsabilités. En ce qui concerne la cellule de crise qui a été mise en place par le gouvernement de la 7e République, elle est présidée par la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Kani Aïchatou Boulama, qui s'est déjà mise à l'œuvre. La Confédération nigérienne du travail a désormais un local lui appartenant et qui servira désormais de siège, fruit de nombreuses coopérations entre la CNT du Niger et ACV Vas Andender de Belgique. Ce bâtiment situé au village de la francophonie a été inauguré ce matin par le ministre du Travail et de l'Emploi en présence de plusieurs invités de marque, Souleymoumouni Barma et Ibrahim Abdou. Nos amis de ACV Wasender nous avons dit que notre souci, c'est d'être indépendant. Être indépendant, c'est-à-dire avoir un siège propre à la Confédération nigérienne du travail. Le partenaire a demandé de monter un dossier et de discuter. Et tout le bureau a accepté le financement. C'est un rêve vieux de 2009 qui vient d'être réalisé par la Confédération nigérienne du travail. La CNT qui s'offre un bâtiment qui doit lui servir non seulement de siège, mais également il sera à la disposition du public à travers un centre de formation et d'un institut. Et cela grâce au soutien de son partenaire belge ACV Wasendender. Ce 4 janvier 2014 reste une date historique pour la CNT. Camarades membres du bureau exécutif de la CNT, vous venez de rentrer dans l'histoire du mouvement syndical nigérien. En effet, pour la première fois, une centrale se dote d'un siège, d'un centre de formation et d'un institut d'éducation ouvrière. L'histoire retiendra que cette œuvre a été réalisée sous votre mandat. Les militantes et les militants de la CNT peuvent s'enorgueillir. La solidarité syndicale était au centre de cette grande cérémonie qui a enregistré la présence des partenaires extérieurs tels que CNV International, CSI Afrique, la CNTB et surtout celle de la présidente du Conseil national de la transition de la Guinée-Conakry, Rabiatou Sera Diallo. Je remercie les partenaires qui non seulement ont accepté de venir en aide la CNT pour partager avec nous en ce début d'année tous les plaisirs, car ils se disent, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti, il faut toucher. Et pour toucher, il faut être sur le terrain. Ils sont venus sur le terrain toucher la réalité de l'Afrique. La haine détruit et tue le cœur. La flamme de la paix que nous avons allumée doit être allumée et rester allumée. Car comme l'eau, la paix c'est la vie.
ACV Wozendender, qui a financé les travaux de construction de ce bâtiment à hauteur de 150 millions de francs CFA, se réjouit des résultats obtenus grâce au sérieux des responsables de la CNT. Un siège construit par une centrale syndicale, c'est du jamais vu. La réalisation de ce siège et centre de formation est le mérite de beaucoup de personnes. Donc les remerciements sont à leur place. Remerciements aux architectes et ingénieurs, remerciements aux différents entrepreneurs, mais surtout un très grand merci à tous les travailleurs qui ont construit le bâtiment, les maçons, les électriciens, les plombiers, les charpentiers, etc. Vous pouvez être très fiers parce que le travail que vous avez fait est excellent, c'est impeccable. Tout en félicitant la Confédération nigérienne du travail pour cette initiative responsable, le ministre du Travail et de l'Emploi a exhorté les autres centrales syndicales à suivre l'exemple de la CNT. Il me plaît à cet égard d'adresser à la Confédération nigérienne du travail toutes mes félicitations pour cette prouesse qui vient couronner des années d'efforts déployés par cette centrale syndicale et renforcer davantage son indépendance, un attribut cher à toute organisation syndicale. Par cette œuvre, la Confédération nigérienne du travail montre le chemin et j'y fonde l'espoir que d'autres centrales syndicales lui emboîteront le pas. S'en est suivi la coupure des rubans et la visite du bâtiment. Déjà, la CNT envisage de démarrer dans un bref délai les travaux de construction de sa représentation dans 3 régions du Niger. La présidente du Conseil national de transition séjourne au Niger. Madame Rabiatou Diallo a accordé un entretien à la radio-télévision Labari. L'entretien a porté sur la sociopolitique en Guinée-Conakry et sur le continent en général. Un extrait de cet entretien avec Rabiatou Diallo, présidente du Conseil national de la Guinée. Aujourd'hui, quand même, c'est une transition que nous avons achevée après un long temps, mais ce qui est important, c'est l'implication de tout le peuple de Guinée, et surtout les dernières élections législatives, le fait que les gens se sont bien mobilisés, et il y avait l'engouement et tout le monde est venu. Cela veut dire tout simplement le peuple s'est exprimé sans violence, sans tabou pour dire nous voulons que le changement vienne en Guinée. Et ce changement, c'est changer les méthodes de travail, c'est changer les comportements. Je voyais la nation en face de moi et je ne me suis pas choisi. C'est toutes les forces vives qui ont accepté de m'amener à la tête du Conseil national de la transition. J'avoue qu'il y avait des velléités, tout le monde n'était pas d'accord. Certains ont dit que non, elle est incapable, d'abord elle n'est pas lettrée, ensuite ils ont dit non, les accords de Ouaga parlaient des religieux, il faut que ce soit un religieux et non pas un syndicat. Mais ils oublient que les accords de Ouaga ont parlé d'un religieux, mais ils n'ont pas dit un chef religieux. Donc, et puisque moi aussi j'ai une religion, je pouvais y être. Ils oublient aussi que la femme au pouvoir, c'est pas le monde à l'envers. Donc, il y avait des défis à relever pour qu'on démontre qu'on peut confier des responsabilités aux femmes. Et c'est pour ça que toutes les femmes se sont mobilisées, les jeunes se sont mobilisés parce qu'ils me faisaient confiance. Les partis politiques même se sont mobilisés, les religieux. Tout le monde était d'accord qu'on me confie la tête de la transition et aujourd'hui je ne le regrette pas parce que la formation syndicale que j'ai pu obtenir, j'avoue que cela m'a beaucoup aidé à pouvoir gérer 159 conseillers qui sont venus de tous les bords des partis politiques, secteur informel, magistrats, femmes, jeunes et vieux et religieux, mais le dialogue, avoir le dos large, avoir une oreille attentive à tout le monde, écouter tout le monde et voir ce qui est bon pour la nation, voir mettre la nation en face, privilégier le dialogue à la place des violences. Donc ne pas être égoïste, lutter pour la nation, pour libérer le pays sur le plan social, sur le plan économique. Et cela, donc, ça a été une réussite.
L'actualité hors du Niger à présent, les eaux du Nil sont devenues un enjeu stratégique dans l'est de l'Afrique, de la Tanzanie à l'Égypte en passant par les deux Soudan et l'Éthiopie. Éthiopie qui est en train de construire un barrage sur le Nil bleu pour traduire de l'électricité, ce qui inquiète l'Égypte. Grande renaissance, le nom que l'Éthiopie donne à ce projet de barrage montre toute l'ambition de l'entreprise. Ici, le cours du Nil bleu, l'un des deux affluents du fleuve, a été dévié de 500 mètres en vue de la construction de l'ouvrage. 6000 mégawatts, cela doit être sa capacité, l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires pour un montant de plus de 3 milliards d'euros. Un projet colossal au centre de tension régionale, car l'Égypte, plus en aval du fleuve, voit d'un très mauvais œil ces travaux. Les ingénieurs, eux, assurent que l'impact est minime. Nous ne réduisons pas la quantité d'eau avec la déviation, nous ne changeons pas le sens du flux, simplement nous avons redirigé vers la droite pour pouvoir avancer sur la construction. Plus au nord, sur les rives égyptiennes, l'inquiétude est de mise. Le pays tire du Nil environ 90% de ses besoins en eau et l'agriculture dépend presque entièrement du fleuve. Alors, avec un barrage en amont, les Égyptiens en perdraient le contrôle. Cette eau est un don de Dieu. Nous l'utilisons pour irriguer nos champs, nous l'utilisons pour tout. Maintenant, si les Éthiopiens construisent ce barrage, nous ne sommes même pas sûrs qu'ils vont continuer à nous approvisionner en eau. Peut-être qu'ils vont tout garder pour eux. Une inquiétude qui s'ajoute à la colère. L'Égypte considère qu'elle possède des droits historiques sur le Nil. Deux traités datant de 1929 et 1959 lui accordent un droit de veto sur tout projet en amont du fleuve. La sécurité nationale de l'Égypte dépend de cette eau. Cela fait des milliers d'années que c'est le cas et la quantité d'eau qui nous parvient du fleuve n'est déjà pas suffisante. Notre civilisation était construite sur ce fleuve. Nous ne lâcherons pas un seul mètre cube d'eau. Problème, les textes de 29 et de 59 sont contestés par la majorité des pays traversés par le Nil. En 2010, un autre traité a été conclu par l'ensemble des pays du bassin du fleuve. Il permet le développement de projets sans l'aval du Caire. L'Égypte n'y a bien évidemment pas apposé sa signature. Les rapports d'experts éthiopiens sur l'impact du barrage ont de la même manière été rejetés par le Caire, mais des pourparlers récents entre les deux pays tendent à l'apaisement. L'Égypte souhaite un complément d'information sur ces rapports. La réunion qui se tient à Khartoum doit mettre en place un comité d'experts. On est encore loin d'un accord global sur la gestion de l'eau du Nil. Toujours pas de nouvelles des 5 membres de Médecins sans frontières en Syrie, enlevés jeudi soir dans une maison de Médecins sans frontières dans le nord de la Syrie. Parmi les 5 humanitaires, un Belge et un Suisse. Tous les jours, plus de 700 travailleurs de MSF sont actifs en Syrie. Dans le nord du pays, plusieurs hôpitaux et centres de soins sont gérés par Médecins sans frontières. C'est dans cette région que 5 membres de l'organisation ont été enlevés. L'un d'entre eux est belge. C'est un infirmier d'une trentaine d'années, mais sur lequel on ne donne pas plus de détails, parce que vous comprendrez qu'on garde aussi son identité confidentielle. Dans la suite des opérations, le parquet décidera ce qu'il y aura lieu de donner comme élément d'information. La nationalité des 4 autres personnes n'a pas été confirmée et MSF refuse de communiquer sur le sujet par sécurité pour ses collègues. Ce qui est sûr, c'est que la situation sur place est particulièrement tendue. Dans ces zones rebelles, des enlèvements de personnel humanitaire ont régulièrement lieu. La justice belge va enquêter sur cette affaire. Nous ne savons pas ce qui est intervenu, on ne sait pas qui est intervenu, quel groupe armé éventuel s'est occupé de cet enlèvement, et donc on souhaite vraiment maintenant travailler en collaboration entre l'organisation en question, Médecins sans frontières, les affaires étrangères et bien entendu le parquet fédéral que nous avons saisi hier dans l'après-midi. Une ONG syrienne accuse un mouvement proche d'Al-Qaïda d'être responsable des derniers kidnappings dans la région. Pour l'instant, ce nouvel enlèvement n'a été revendiqué par aucune organisation. Réforme symbolique à Cuba. Depuis vendredi, le régime communiste autorise la vente libre de voitures importées. Une décision très attendue par la population, mais c'est déjà la déception. Les voitures se vendent à des prix exorbitants. Ils en rêvaient depuis des années, certains depuis des décennies.
Une voiture moderne, avec technologie, équipements et accessoires de dernier cri. Alors ils sont venus en nombre, mais dans la file d'attente, très vite, l'enthousiasme laisse place à l'incrédulité. C'est de la folie. Il n'y a pas une seule personne qui puisse acheter quelque chose ici. Il y a 3 ans, ils ont donné un permis à mon père. Et depuis, on a économisé de l'argent ici. Et les membres de notre famille à Miami nous en ont envoyé. Eh bien, ce n'est pas assez. La seule voiture que je peux acheter est à $14 000. Et elle date de 1996. Elle est vieille. Et encore, je crois que quelqu'un l'a déjà achetée. Des voitures d'occasion vendues au prix d'une voiture neuve, voire au double ou au triple des prix pratiqués en Occident. Une Seat à $45 000, une Peugeot 206 à $85 000. Autant dire que Gilberto repartira sans voiture, furieux et frustré, comme la plupart des acheteurs potentiels. On va voir si un ouvrier révolutionnaire peut acheter une de ces voitures avec ces prix, même s'il lui prête l'argent pendant 40 ans. On verra si une personne sensée peut en acheter une. Sur l'île, le salaire moyen est de $20 par mois. Impossible donc pour les salariés de l'État cubain de réunir les sommes affichées ici, à moins de faire partie des cercles les plus privilégiés du régime castriste. Ça ne peut être que des voyous qui vont acheter, non? Ça ne pourra pas être le peuple. Si les voitures d'occasion coûtent trop cher, les véhicules neufs, eux, sont à des prix carrément astronomiques. Devant ce concessionnaire français de la Havane, pas un seul client en vue. Pas étonnant, une Peugeot neuve veut presque $240 000. Imagine, je gagne $600. Je ne pourrais pas acheter l'une de ces voitures de mon vivant. Malgré la levée des restrictions, la grande majorité des Cubains devra donc continuer comme avant à utiliser les transports en commun ou à rouler dans les vieilles voitures américaines d'avant la Révolution. Sans savoir peut-être qu'elles valent elles aussi des centaines de milliers d'euros chez les collectionneurs en Occident. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur la RTL.